Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour l'émission Dans le nid des éperviers sur la 91.9. Vous entendez Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez aussi nous recevoir, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Et cette émission, vous le savez, est réservée aux sélections nationales de football, leurs prestations, leur actualité, les performances des joueurs, les Togolais à l'étranger, le point de vue des auditeurs également et des LNDE qui va toucher ces différents points aujourd'hui. Et pour le rendez-vous du jour, nous invitons Angelo Folico et Latif Yorouma, tous de la rédaction de Sport FM. Merci de nous faire confiance. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelom. La mise en onde est contrôlée par Pilaji Mekoum. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la 91.9. Angelo Folico, merci d'être en studio. Bonjour sportif, Franck, bonjour à tous. Tout va bien? On gère tout simplement. Le week-end s'annonce bien, ça va? Assez mouvementé. Et bon, on va avoir l'énergie qu'il faut pour gérer tout ça. Oui. Latif Yorouma, merci d'être présent. Merci à Franck, bonjour à tous. Et le jeûne de l'Aïd El-Fitr, ça va? Tout va bien? Ça va. Avec beaucoup de courage? Le jeûne de Ramadan. Ramadan. Oui, voilà Ramadan. Voilà. L'Aïd El-Fitr, c'est la fin du jeûne de Ramadan. Voilà. C'est ça, il faut mettre la différence. Oui. Très bien, encore un peu de courage. Oui. C'est proche. Zandé, il y a tout nous. Il y a ça. Voilà, on va parler épervier parce que les sélections ont eu de l'actualité. Lors de la journée FIFA, il y a eu 2 matchs pour les éperviers Fagnon, une victoire et puis un match nul. On va en parler. Et de l'autre côté, les moins de 17 ans qui s'apprêtent pour leur tournoi UFOAB à Accra au Ghana en mai prochain. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Beaucoup de choses à dire tout simplement par rapport à ce match-là. D'abord, il y a eu ce premier match contre le MENA du Niger. C'était le 22 dernier, là-bas au Maroc, à Casablanca, plus précisément au stade El Bachir. Il y avait cette victoire de 2-1 pour les éperviers, notamment avec ce doublé de Karim Derman. Ce sont ces 2 premiers buts d'ailleurs avec la sélection. Et on va commencer par écouter quelques joueurs. D'abord, le vieux routier, le plus expérimenté de la maison, c'est bien Romao Alexis après ce match contre le Niger. Oui, effectivement, malheureusement, on a été mené au score assez rapidement en seconde période. Et ce qu'on va retenir, on a bien réagi en fait. Après ce but-là, on s'est ressaisi, on va dire. On a joué un peu plus vite, un peu plus direct. Et ça nous a réussi. On a réussi à marquer un but, un second but. Mais par contre, on a loupé 2 pénaltys et ça, c'est pas normal, je dirais. Sans être méchant avec mes coéquipiers, mais ces matchs-là, quand on peut les tuer, il faut les tuer. Et comme ça, comme en fin de match, c'est un peu difficile pour nous. On peut éviter ça en menant 3 ou 4-1. Quand c'est une équipe comme ça, quand même, qui avait des bonnes situations, avec des attaquants qui allaient assez rapidement, donc on a pu bien les saisir et on a eu pas mal de déchets techniques. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se créer des occasions aussi. Oui, en fait, il manquait de rythme. C'est ça en fait. On avait dit aussi avant le match qu'il fallait mettre du rythme face à une équipe comme ça parce qu'ils étaient bien en place et ils jouaient bien en contre. Et leur jeu, c'était surtout des gens longs. Donc malheureusement, il y a eu manque de mouvement aussi, on dirait, parce que le coach nous avait dit par rapport aux attaquants qui partaient en profondeur et qui venaient entre les lignes, et c'est ce qui nous a manqué en première mi-temps. Voilà, exactement. C'est d'apprendre les erreurs qu'on a fait ce soir-là et ne pas les refaire pour le prochain match. Et après, comme je disais auparavant, l'équipe elle est quand même jeune aussi, il y a du talent, il faut se reposer sur ça puisque c'était vraiment quand même intéressant, surtout sur la seconde mi-temps. Voilà Alexis Romao qui parle de déchets techniques, pas de concentration à un moment donné de ce match-là, notamment les 2 pénaltys ratés par l'équipe nationale du Togo qui à l'arrivée a pu gagner 2-1. Oui, ils ont mal commencé, dit-il, mais après ils sont bien rentrés dans le match et voilà. Mais il y a victoire quand même. Vous comprenez cette réaction d'Alexis Romao? Quand il faut tuer un match, il faut le tuer, il faut être concentré et éviter de reproduire les mêmes erreurs pour la suite. Je suis enthousiaste que cela sort
que cela sorte en tout cas de sa bouche. On sait très bien, depuis que ce monsieur est en sélection, depuis qu'il traîne sa bosse, il n'a pas sa langue dans la poche. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait ce qu'il cherche également au niveau de cette sélection, ce qu'il a pu donner. Et de nos jours, on peut simplement comprendre que visiblement, il pourrait se mettre petit à petit en retrait par rapport à cette sélection quand on considère un peu son âge. Et il n'a pas forcément besoin d'aller encore rivaliser un poste avec qui que ce soit. Et quand il se met dans la posture de l'analyste ou soit voilà, de celui qui a vu ce qu'il s'est passé sur le terrain, je pense qu'il a choisi les mots. Il n'a pas du tout triché. Et il n'a pas torché ni sur ses coéquipiers ni les minimiser. Aujourd'hui, quand on voit cette sélection, il est vrai, face au Niger, il y a eu une belle réaction. Mais voilà, on gagne 2-1, on retient le positif, mais il y avait beaucoup de choses à encore régler. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai, côté positif du doublé de Karim Derman, son premier en sélection, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Dans ce match-là, oui, on a tout fait pour arriver à bout en gagnant. En ayant le sourire aux lèvres, c'est une très bonne chose. Ça permet peut-être, pourquoi pas, de répondre un tant soit peu à l'un des objectifs de Paulo Duarte pour cette fenêtre FIFA-là, histoire de gagner ne serait-ce qu'un match, sinon 2, mais à l'arrivée, c'est une victoire et un match nul. Et donc, pour terminer en disant que oui, Alexis Romao reconnaît que ses coéquipiers, à un moment donné également, n'arrivent pas à déclencher les appels, parce que n'oublions pas, ce sont les appels qui déclenchent les passes. Si le joueur porteur de balle ne voit pas quelqu'un de disponible à qui donner le ballon, ce serait compliqué. Kevin Denke, Plaka Fessou, si à un moment donné, ça ne joue pas en symbiose, quels que soient les mouvements qu'ils feront sur le terrain, sur le côté, dans l'axe, ou soit sur les coups de pied arrêtés, à un moment donné, ils ne seront pas servis dans les meilleures conditions. Heureusement qu'à l'arrivée sur ce match-là, le Togo s'en sort avec une victoire. C'est bon pour le moral en attendant la suite. C'est bon pour le moral. C'était le premier match et le 11 de départ. Latif Yorouma était Steven Mensah, Aziangbe, Bessile, Enen, Anor, Arolou, Romao capitaine, Karim, Derman bien sûr, Dikeni, Rachid Salifou et puis Fofana. Sur ce 11 entrant, on ne voit que un nouveau venu, c'est ça, Salifou sur le 11 de départ. Oui, Salifou. Bon, peut-être dans la moindre mesure Fofana, oui. Même si, bon, voilà, il était déjà là. Oui. Moi, je pense que oui, ce match ou ces matchs, Paulo l'a dit, c'est pour d'abord accentuer les combinaisons entre les joueurs qui sont déjà là et puis voir de nouveaux joueurs. Maintenant, lorsqu'on veut voir de nouveaux joueurs, il faut se lâcher. Il faut se lâcher parce que moi, je me dis, on n'a pas trop vu les nouveaux. On ne les a pas trop vus parce qu'il y a certains d'ailleurs qui n'ont même pas joué. Quand vous prenez nos locaux, je me dis, ils sont allés en spectateurs. Voilà, alors qu'il y avait pourtant des Marocains. De leur donner leur oui, chance. Il y a des possibilités. Quand vous prenez par exemple le jeune Roleté Benjamin, je pense qu'il aurait pu jouer. Il aurait pu jouer parce que moi, je me dis, à un moment donné, il faut oser. Si on n'ose pas sur les matchs amicaux, je me dis, c'est où on peut oser. Si on n'ose pas face à la Libye, si on n'ose pas face au Niger, je ne sais pas si c'est face à la Côte d'Ivoire ou face au Sénégal. À la RDC. Voilà, qu'il faut oser. Donc, moi, je pense que à ce niveau, ça manquait d'audace. Maintenant, OK, il a peut-être privilégié les combinaisons, mais quand on prend aussi les combinaisons, vous voyez par exemple Denke, Kevin, qui sur cette dernière marche est pour moi la figure de proue au niveau de l'attaque. Il a pratiquement joué les deux matchs, même s'il est sorti au premier match, il a été remplacé, il a joué les deux matchs. Alors, les placas qui viennent, qui ressortent, ou peut-être il joue le premier match, il ne joue pas le premier match, il joue le deuxième match. Vous prenez les Klidje, il ne joue pas carrément le premier match, on le voit sur le... Alors que, moi je me dis, c'est plutôt à ces joueurs-là qu'il faut laisser les minutes véritablement. Denke, mais c'est le meilleur buteur actuel. C'est le meilleur buteur actuel de la Jupiler League. On n'a pas, Denke n'est plus celui qu'on va découvrir. On n'a pas besoin de voir Romao. On n'a pas besoin de voir Romao. Donc, moi, je me dis, c'est à ce niveau-là que voilà, c'est pourquoi. Oui, on comprend. Sur un côté, on veut gagner. Parce que quoi qu'on dise, l'objectif d'un jeu, d'un match, c'est de gagner. Quand nous gagnons et que nous célébrons, on comprend qu'on a soif de gagner. Et
donc, le staff et les joueurs veulent gagner, même si c'est un match amical. On a gagné le Niger, on a célébré, même si, voilà, d'aucuns pensent que, écoutez, on parle quand même du Niger, hein, ce n'est pas quand même, voilà, c'est comme un championnat, Asco qui gagne peut-être il faut dire, et puis qui fait la fête. Moi, je me dis, bon, écoutez, quand vous prenez le Niger, c'est 128e hein, il n'était au pas classement. La dernière CAN. Quand vous prenez la Libye, c'est 120e. Le Togo est mieux que ces deux-là. Et donc, mais c'est bien de gagner quand même un match. Voilà pourquoi on a célébré. C'est bien, la confiance est là et autres, mais je me dis, il y avait encore d'autres choses à faire dans ces deux matchs-là. On va écouter l'auteur du doublé, Karim Derman, 2-0 face au Niger. C'est lui qui était l'auteur de ces deux buts. C'était vraiment un bon match, surtout une belle victoire pour ce soir. J'étais vraiment content. En plus, c'est mes premiers buts pour l'équipe nationale. J'étais vraiment fier de ce match. Je pense qu'on va continuer comme ça les prochains matchs, Inch'Allah. Ouais, comme je l'ai dit, ça arrive souvent, c'est le football. En plus, comme j'ai les potes dans l'équipe adverse, je pense que ça arrive. Ils vont dire, voilà, c'est un jeune qu'on connaît très longtemps, ne le laissez pas jouer, il faut que vous le marquez tout le temps. C'est ce qu'ils viennent de discuter avec eux. Bon, c'est ça. Et puis, je pense, moi-même, je le reconnais, la première partie, c'était pas du tout bien. Bon, c'est le football. Je suis vite revenu dans la deuxième partie. Et puis, bon, voilà, on a eu une belle victoire. Le plus important, c'est la victoire qu'on continue pour les prochains matchs. Et je pense que ça va continuer comme ça, Inch'Allah. Karim Derman, à l'instant, on va donner la parole au patron de cette équipe-là, Paolo Duarte, après le match contre le Niger. Bien organisé, on le connaît Niger, on a bien étudié cette équipe. Il a changé de système le coach, normalement le 4-3-3. On a mal commencé. Je pense Niger dans la première mi-temps attendait clairement pour nous. Il nous attendait et surtout il veut jouer dans notre héros, dans notre avance sur le terrain. On n'a pas circulé rapide la balle, on n'a pas gagné le contrôle qu'on veut gagner, surtout devant de la surface de 18 mètres. Et voilà, l'équipe n'a pas fait un premier mi-temps. Après, au vestiaire, on a couru, on a constaté encore, on a dit aux joueurs comment l'équipe se comporte sur le terrain, comment l'adversaire se comporte sur le terrain. J'ai demandé plus de vitesse, plus de confiance, plus de circulation de balle. Et avec naturalité, l'équipe, dans notre meilleur moment, on a souffert le but. On a créé beaucoup d'occasions, premières 15 minutes, avec une bonne rentrée, bonne attitude. Mais malheureusement, on a souffert un but avec tout le mérite du Niger, un contre-attaque. Mais surtout, le match, pour moi, ça compte pour le deuxième mi-temps, avec une équipe de jeunesse, une équipe qui a changé 4 joueurs. Bebou, Narey, Jen et Plaka n'ont pas débuté le match. Donc, c'est l'opportunité d'autres joueurs de montrer. Et je savais que la qualité, la dynamique de l'équipe va tomber, c'est obligatoire. Mais ça me donne aussi de force pour continuer parce qu'aujourd'hui, on a de force sur le banc, indépendamment de l'adaptation de certains joueurs plus rapides ou non. Mais surtout, un bon match, un bon test avec des équipes qui cherchent à améliorer toujours. Paolo Duarte, à l'instant après le match contre le MENA du Niger. Aujourd'hui, peut-on dire que Karim Derman, petit à petit, est en train de devenir un peu le patron de ce milieu des éperviers? Je vais vous surprendre, mais c'est une anomalie. Pourquoi? C'est une anomalie de reposer cette responsabilité sur un tel gamin. Ça veut dire qu'on a un gros souci, un gros problème dans notre football. Un jeune homme qui n'a pas peut-être encore 25, 26 ans, 27 ans, qui n'a pas forcément l'expérience. Oui, on peut nous parler d'un talent précoce, tout ce que vous voulez. Oui, il y a par un siècle en passant un joueur qui sort du lot, qui arrive à être l'étoile brillante d'une sélection. Mais je répète que pour notre pays, que l'on surnomme souvent pays de football, si c'en est un, mais ce jeune homme-là, normalement, si on faisait les choses dans l'ordre des choses, ne serait pas en sélection A. Il serait dans une catégorie moins que la sélection A, c'est-à-dire chez les U20 ou peut-être chez les U23. Ça, c'est la norme. Mais aujourd'hui... Il n'y a personne. Non, mais c'est ce que je dis. C'est une anomalie. Parce qu'à un moment donné, on a pris le temps de dormir sur nos lauriers, croyant que d'un coup de bâton magique, on va pouvoir trouver les joueurs et remplacer la génération Adebayor et tout. Mais malheureusement, non, on s'est planté. Et moi, je dis, je répète encore une fois que c'est une anomalie que la sélection nationale se repose sur un tel gamin. On a joué contre le Niger. Latif en parlait tout à l'heure par rapport au classement.
On a joué également contre les Chevaliers de la Méditerranée. Ce sont des adversaires qu'on ne va pas minimiser et qu'on va respecter. Imaginons qu'on va un peu plus loin. Le Togo joue contre le Nigeria, contre l'Afrique du Sud, contre, je ne sais, autre sélection, en tout cas mieux classée au plan FIFA. Vous pensez que Karim Derman, quand le jeu va commencer à se corser, et qu'il aura en face de lui des joueurs comme Seko Fofana, comme Franck Kessié... Il a joué contre le Sénégal. Non, mais attendez. Attendez. Le Sénégal était venu chercher quoi dans ce match? Pour les éliminatoires du mondial. Oui, mais le Sénégal n'était pas encore en danger. Le Sénégal est venu jouer, on a fait 0-0. Et sur ce 0-0, le Togo applaudit. Le Sénégal sait très bien qu'en faisant 0-0 avec le Togo, à la fin des éliminatoires, mais ils vont se qualifier. Ils vont mettre le carburant pour se qualifier. Donc ils n'étaient pas là pour gagner. Non, mais attendez, le 0-0, ça les arrangeait. S'ils avaient l'opportunité de gagner, ils allaient le faire. Dans le match face au Sénégal, nous y étions, mais le Togo a eu des occasions. Sauf que voilà, le gardien Mendy a fait le travail, mais le Sénégal également a eu des possibilités qui n'ont pas pu concrétiser. Pour revenir simplement en disant que, en se basant ou bien en mettant trop de pression sur ce jeune joueur, en lui confiant les clés du milieu de terrain, il y a un problème. Il faut, à un moment donné, comme vous l'avez dit, quand on regarde un peu les deux matchs, Karim a joué le premier match, il a joué également le deuxième match. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres joueurs capables de jouer à sa place, histoire de faire une revue d'effectifs, pendant que d'autres sélections ont joué ces matchs FIFA avec 30 joueurs. 30 joueurs. Pour aller faire la découverte, la prospection de nouveaux joueurs, le Togo se déplace avec 23 joueurs. Mais attendez, c'est une anomalie. Et avec ça, on veut forcément encore faire des résultats en croyant que, bon, c'est Paulo Duarte, on sera dans une série d'invincibilité et quel que soit l'adversaire qu'on va rencontrer, on va gagner. Moi, j'ai dit à un moment donné, disons les vérités en face. Pour le moment, ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Oui, on va nous parler de reconstruction, mais la reconstruction se fait comment pour chuter? À un moment donné, faites la prospection et donnez l'opportunité à ces nouveaux joueurs-là de s'exprimer sur le terrain. Vous avez appelé Agbagnon Evra. Une, deux fois. On ne l'a pas vu dans ces matchs FIFA-là. Rolete Benjamin, on ne l'a pas vu. Kevin Boma a joué un match et les autres dans tout ça. Kagba Taouli, le portier, il n'a même pas joué une seule minute. Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Posons les bonnes questions. Voilà, mais les fenêtres FIFA, c'est pour essayer. On a fait venir 3 joueurs, Kevin Boma par exemple, qui était là, Mansour Urotagba était là, Dikeni. Est-ce que ce n'est pas à ces joueurs-là qu'il faut confier peut-être les clés pour les voir à l'œuvre suffisamment avant les matchs officiels? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce qu'on a encore besoin de voir des joueurs comme les Romao, les Konam, les Enen, les Bessilé, voilà. Et Kagba Taouli par exemple, c'était peut-être l'occasion parce que ce n'est pas dans un match officiel qu'on va le lancer. Je l'ai dit, ce n'est pas dans un match, c'est dans ce genre de match. Si face au Niger, il ne peut pas jouer, ne serait-ce que 45 minutes, il y a un problème. Alors, vous avez cité les nouveaux venus. D'ailleurs, alors, les locaux, ils vont jouer face à qui? Face à qui? C'est sur ce match-là qu'on doit le mettre. On doit le voir. Evra Agbagnon, Zonora Yahi. Zonora Yahi, Urobodi Harissou. Écoutez, je leur ai parlé de 23 joueurs réduits finalement à 22. Voilà. Parce que quand 3 ont quitté, c'est 2 seulement qui sont arrivés. Et donc, moi, je dis, il y a un souci. Peut-être que parce qu'on ne gagne pas, on a envie de gagner. Il faut peut-être perdre sur les matchs amicaux et gagner un match officiel. En réalité, c'est cela. Parce que moi, je dis, écoutez, on a joué contre la Libye. On a fait match nul, on a applaudi. On a joué contre le Niger, on a gagné. On a célébré. Mais alors, quand nous prenons les éliminatoires qui arrivent en juin, écoutez, il sera la RDC, le Soudan. Oui. Mais la RDC était 4e au récent tournoi africain, c'est-à-dire à la récente CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque vous prenez la Mauritanie était, comment on dit, de la partie. Oui, voilà. Au deuxième tour. Voilà, au deuxième tour. Lorsque vous prenez les pays comme le Soudan, on a déjà joué le Soudan, on a vu ce que c'est. Même le Soudan du Sud vient de se qualifier pour les éliminatoires de la CAN, Maroc 2025. Ça suppose qu'on ne va plus jouer la Libye, on ne va plus jouer le Niger. Et donc, ces joueurs-là, c'est dans ces matchs qu'on va les voir. Parce que c'est la dernière fenêtre d'ailleurs, avant juin. Et donc, ce n'est pas en juin, quand peut-être Foley Steven aura un bobo, qu'on va lancer Kabataouli. Vous voyez, donc, moi je dis, à ce niveau-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait?
En réalité, vous pensez qu'il y a une gestion des fenêtres, mauvaise gestion des fenêtres? Il y a une mauvaise gestion. D'ailleurs, l'effectif, écoutez, quand on veut rallonger, parce que moi je dis, quand il y a match, dans les matchs amicaux, il faut amener beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Pour faire des essais, il faut amener beaucoup de joueurs. On a amené un effectif réduit, et avec cet effectif réduit, il y a des joueurs qui n'ont pas joué une seule minute. Moi je dis, il y a un problème à ce niveau. L'entraîneur, peut-être s'il est là, il peut nous expliquer pourquoi. Par exemple, on dépêche Urobody Arissou. On le fait venir de Lomé. Écoutez, il prend le billet d'avion, c'est le contribuable. Pour ne jouer, et pour jouer 0 minute, il y a un problème. Il a joué 0 minute. Maintenant, Mansour. Autant les laisser à la maison. Autant les laisser à la maison. Clair. Autant les laisser à la maison. Mansour ou Rotagba. Mais faites-le jouer même un match plein. Pour qu'on le voit. Ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, on le juge comment? Est-ce qu'il est bon? Moi, j'ai écouté des gens dire non, il n'est pas trop. Peut-être c'est un bon joueur. Mais écoutez, il a peut-être le tract, oui, il ne s'est pas bien réveillé. Ou bien peut-être on est en Ramadan, peut-être que le jour-là, vous savez, en mars, heureusement qu'ils sont dans le Maghreb. Si c'est ici, écoutez, on est déshydraté. Alors, mais on va dire non, peut-être il n'est pas bon. Alors qu'on aurait pu le laisser jouer un match entier. Clyde Thibaut. Donnez-lui un match entier. Laissez-le jouer. Angelo parlait de Karim Derman. OK, c'est l'autre Kylian Mbappé. Il est là. Mais on n'a pas besoin de voir encore Karim Derman. Sur ces 2 matchs-là, il faut voir quelqu'un d'autre. Le petit est déjà là pour nous. Laissez d'autres jouer. Donc, moi, je dis, la gestion de l'effectif, il y a un problème à ce niveau. Voilà. Deuxième match, c'était contre les Chevaliers de la Méditerranée. La Libye s'entend et il y avait un partout. Et on va écouter le capitaine Jen Dakonam après ce match-là. Je peux dire la mentalité de mes compagnons. On a pris un but tôt, mais la réaction a été aussi rapide. Je crois qu'il faut quand même donner de la valeur à cette mentalité qu'avant on n'en avait pas. Dans le jeu aussi, je pense qu'il y a eu des améliorations. On continue pas à progresser, pas à bien préparer aussi les matchs de juin. Le bilan par rapport à tout ce qui s'était passé, le bilan, je peux dire, n'est pas négatif. Le bilan est positif. Il y a eu des progressions, ça c'est très important parce que l'équipe était jeune. Nous sommes toujours à la recherche de la bonne équipe pour compétir. Donc je crois que là, le coach avec le staff essaie de rôder aussi certains joueurs parce que là, il y a certains cadres qui ne sont pas arrivés. Je crois qu'avec eux aussi, les choses allaient aller autrement. Mais avec les jeunes qui sont arrivés, je crois qu'il peut aussi étoffer le groupe et nous aider à être qualifiés, bien gérer les échéances à venir. Jen Dakonam, capitaine des Éperviers, au sortir du match contre la Libye. Derrière lui, Charles Kolache, lui on l'a plus vu depuis Claude Leroy. Hein. Il a été appelé, ça fait très longtemps, il revient dans le groupe et on va l'écouter aussi. C'était un très grand plaisir d'être titulaire. Le coach m'a donné une opportunité. Je pense que dans l'ensemble, j'ai fait une bonne prestation. Après, bien sûr que je peux toujours faire mieux. Ça aurait été encore mieux si on avait pu gagner, mais à défaut de pas gagner, on n'a pas perdu, donc c'est déjà bon. À titre personnel, je pense que pour un retour, c'est encourageant. C'est pas mal et j'avais des consignes très claires. Je pense que j'ai essayé de les respecter en tout cas. Et voilà, l'équipe en tout cas m'a bien intégré et je trouve qu'on a fait surtout une très bonne première mi-temps. C'est clair qu'on a eu des opportunités pour tuer le match. Je pense qu'on peut même ouvrir le score. Après, voilà, je pense que ça va se travailler et puis on va corriger ça pour la suite. C'est vrai que je suis arrivé... ça fait 3-4 jours que je suis là seulement. Ce que je retiens, c'est que du positif. Ce que je retiens, c'est qu'on a un groupe qui vit bien. Il y a des très bons jeunes et des très bons anciens. Voilà, donc il y a un très bon groupe et le groupe vit bien. Le coach met des bonnes choses en place et on joue bien au ballon, donc que du positif. C'est de très bonne augure. Là, encore une fois, on fait un stage sans défaite et c'est important à retenir. Et c'est de très bonne augure pour juin et je suis sûr qu'en juin, on aura aussi des résultats positifs. Sûr qu'en juin, on aura des résultats positifs. Contre qui? Contre les Léopards de la RD Congo et contre les Soudanais du Sud. Il ne faut pas oublier la Mauritanie, les Mourabitoun qui étaient à la dernière CAN, pas le Togo. Et maintenant, il est l'heure d'écouter le manager général de l'équipe nationale, Serge Akakpo, pour son bilan. Je pense qu'actuellement, on peut clairement se reposer sur le jeu que propose l'équipe. On le sent, il y a une identité de jeu, il y a un fond de jeu qui se dégage. Les joueurs sont de plus en plus confiants, même dans les transmissions, dans les déplacements, c'est beaucoup plus coordonné. On sent vraiment une identité de jeu. Et à partir du moment où vous avez des bases sur lesquelles vous reposez, même dans les moments difficiles, on arrive à retrouver justement les circuits de passe, cet équilibre qui peut-être on n'avait pas à un certain moment. Donc forcément, aujourd'hui, on peut dire clairement que la clé, je pense, de ce revirement, un petit
petit peu, ou ce qui fait qu'on arrive à retourner les matchs même quand on est mené, c'est qu'il y a des bases, tout simplement, il y a des principes de jeu qui sont respectés, que les joueurs ont intégrés totalement. Donc ça permet parfois de pouvoir se relever, mais ça sera pas suffisant face à toutes les équipes, face à des adversaires beaucoup plus coriaces. Encore une fois, contre le Niger, alors c'est bien, puisqu'au final, on arrive à revenir au score et à gagner, mais on a été mené de nouveau 1-0. Encore une fois, on voit sur les deux matchs, c'est un petit peu le même scénario. On joue bien, on a plutôt la maîtrise, mais on concède ce premier but, et ensuite on est dans la réaction. Donc il faut pouvoir, encore une fois, maîtriser jusqu'à pouvoir ouvrir le score, et pourquoi pas, tuer le match. Il faut pouvoir saisir ces opportunités-là. Serge Akakpo, le manager général de l'équipe, il a parlé de ce problème, le Togo, qui est toujours mené, au moins sur ces deux matchs-là, avant de réagir. Togo, dans la réaction, il faut également parler de cette question de gestion des journées FIFA. On ne peut pas faire jouer tout le monde, d'accord, mais il y a des joueurs sur qui on compte et que ces genres d'occasions constituent des créneaux pour leur donner du temps de jeu, vraiment du temps de jeu. On parlait de Harissou. Pourquoi le faire déplacer de Lomé à Casablanca s'il ne devrait même pas toucher le ballon, s'il ne devrait même pas jouer 2 minutes? C'est en cela que la pertinente et éternelle question revient. Qu'est-ce que Paulo Duarte veut avec cette sélection? Oui, il est vrai, depuis qu'il est arrivé, oui, il y a quelques résultats positifs à gauche et à droite. Je pense que si on considère les derniers matchs, oui, on évolue sans défaite, mais face à quels adversaires également, il faut le souligner. Quand vous faites le travail de cette façon, je ne sais pas, hein, Paulo Duarte n'est pas forcément un psychologue, mais de cette façon-là, vous êtes en train de griller le mental des joueurs. C'est-à-dire qu'on prend tout le temps de croire en cette qualification ou en ce mérite-là d'être en sélection, mais vous arrivez, vous ne passez le temps qu'en étant des touristes, vous marchez avec les autres, vous mangez au restaurant, vous dormez, vous causez ensemble, mais quand il s'agit de matchs, bon, vous vous êtes mis de côté et pourtant c'est les autres qui jouent. À un moment donné, sous certains cieux, le joueur ne viendra plus, même si vous le convoquez après. Parce qu'il vous dira, tiens, de la même façon, je suis toujours convoqué, mais quand j'arrive, vous ne me donnez même pas la chance de mouiller le maillot. Même pas les dernières secondes du match, vous ne me donnez pas ma chance de pouvoir me mesurer. Et quand c'est comme ça, je me dis, ça crée une atmosphère qui ne dit pas son nom. La bonne étoile, en tout cas pour Paulo Duarte aujourd'hui, je peux le souligner, et certains ne peuvent pas être forcément d'accord là-dessus, c'est on est dans un environnement où il n'y a pas de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus question de primes qui se posent, question d'organisation, pas forcément aussi reluisant, même si l'on reconnaît qu'amener 23 joueurs à cette journée FIFA-là, ça reste une véritable incongruité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas disposer de 23 joueurs pour aller disputer ces matchs-là. Si jamais on a des blessés, on fait comment? Point d'interrogation. La question des gardiens se pose, il n'y en a que 2. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, les gens pensent que oui, 23 joueurs, ça suffit parce que forcément, on n'a pas de moyens. Mais si on n'a pas de moyens, alors là, ne participons pas. Moi, c'est ce que je dis souvent, que d'être ridicule. N'oublions pas une chose, même en séance d'entraînement, un joueur peut se blesser. Hein. Ce n'est pas forcément un match officiel. C'est ce que beaucoup oublient. Et pour revenir à la question de la gestion des joueurs, je me dis que oui, aujourd'hui, ce qui fait encore plus mal, je ne sais pas si Paulo Duarte est en train de croire en ce groupe, croyant que, bon, en jouant contre la RDC ou le Soudan du Sud, ça pouvait mordre. Quand j'écoute Djenda Konam, qui est tellement enthousiaste par rapport à la mentalité, à la réaction de ses coéquipiers, c'est une bonne chose. Mais quand on aura en face des adversaires beaucoup plus huppés, beaucoup plus corsés, c'est là où ça va être très très compliqué pour la suite. Je vais chuter en disant ceci, le Niger et la Libye ont été des adversaires très athlétiques. Vous allez voir, en disant simplement qu'on n'a pas eu des centres ni des naines, ni du couloir gauche pour venir mettre en difficulté les Libyens. Parce qu'à un moment donné, tout passait dans l'axe. Et quand les Libyens se regroupaient aussi vite, c'était compliqué pour nous de pouvoir trouver des solutions. Et voilà un problème pour Paulo Duarte dans ce 3-5-2 qu'il a mis en place face aux Libyens. Si on n'a pas des pistons capables de centrer, de pouvoir percuter et aller chercher l'adversaire, on va tourner en rond et derrière, ce serait compliqué de pouvoir gagner un match. Latif Yorouma, les journées FIFA sont vraiment importantes. Heureusement que le Togo, depuis plusieurs années maintenant, a la chance de pouvoir les disputer. On va dire tout simplement, la vie en club est différente de la vie en sélection. Il y a des joueurs qui sont appelés sur
une journée FIFA et puis après on ne le revoit plus. Je parlais par exemple du joueur Urogafo de Souleymane de Gomido. Il a été appelé, après on ne l'a plus vu. Mais moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est comme s'il y a, on va dire, un peu de cafouillage aussi autour des joueurs qui sont convoqués. Les joueurs ne sont pas mis en confiance. On ne leur donne pas le temps qu'ils viennent, ils repartent. Mais comment gérer tout ça? Oui, moi, je l'ai dit sur ce plateau dans une émission que il y a des joueurs qui n'ont pas souvent été bons avec cette sélection, mais qui sont toujours là. J'ai donné un nom. J'ai donné par exemple le cas de David Hennen. David Hennen, il a souvent des matchs moyens, il a souvent des matchs catastrophes. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de le dire. Mais il est toujours là. Et c'est un international, il est toujours là, ou bien un expatrié, il est toujours là. Mais quand c'est un local qui peut-être fait un match moyen, alors on le chasse. Moi, c'est ce que je dis, c'est le mot que je trouve. On le chasse de la sélection. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Écoutez, moi je dis, si j'ai un local qui me donne 30%, je le préfère à un expatrié qui me donne 35%. Parce que je dis, je vais travailler sur le local et je vais tirer plus de 35% que ce que l'expatrié me donne. Vous avez parlé de Urogafo Souleymane. Il y a un problème, je l'ai dit ici au séminaire, à la mi-saison, entre les entraîneurs de football. Paulo Duarte était communicateur à ce séminaire. Il a dit, c'est vrai que ça manque d'exigence. Parce que pour lui, les joueurs qu'il sélectionne en club, les joueurs locaux qu'ils sélectionnent en club, quand ils arrivent en sélection, il y a de l'intensité, ils s'entraînent, ils jouent, mais quand ils reviennent en club, ils plongent. C'est-à-dire que le niveau baisse. Alors, c'est quoi le problème? Personne n'a su véritablement donner réponse à cette anomalie ou bien à ce phénomène-là qui aujourd'hui peut-être freine. Il a donné des exemples où voilà, les joueurs locaux n'arrivent pas véritablement à être cette plus-value-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous tous, nous posons cette question. Mais moi, je dis, quand vous prenez le 3-5 de Conjoul, sur les deux matchs, à l'exception de Aziagbe, qui a tenu la baraque, je peux le dire, alors, qui a été, je me dis, cet intéressant piston dans ce 3-5-2? Toujours, on le cherche, on cherche. Mais quand il était sage et il s'est agi d'un local qui ne s'est pas retrouvé sur un match, on l'a chassé. Je le dis, je le répète. Cette attitude, il y a deux poids, deux mesures. Et donc, moi, je dis, il faut insister à un moment donné sur certains joueurs, comme on insiste aussi sur les expatriés. Les expatriés arrivent, ils ne donnent pas véritablement sa situation. Surtout qu'il y a des joueurs qui ont besoin peut-être de 2-3 convocations pour s'exprimer, pour intégrer le groupe. Vous avez donné Urogafo Souleymane. Dans quel match on a vu Urogafo Souleymane en sélection? Dans quel match? On les sélectionne, ils arrivent, mais ils ne jouent pas. Véritablement, ils ne jouent pas. J'ai vu Urobari Arissou sur un match amical ici, ou bien même c'est sur un match officiel. À l'extérieur. Ici, même ici, à Kéké. Il a joué un match ici à Kéké. Mais il n'était pas mauvais. Sauf que on n'insiste pas sur ces joueurs. Moi, je le dis, il faut insister sur certains joueurs. On finira par trouver la clé. Mais sauf qu'on ne le fait pas. On cherche en même temps ce Derman ou bien ce Mbappé. Il y a des joueurs qui ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur rassure. Voilà. Il faut leur parler, il faut leur rassurer. Un joueur qui te fait un mauvais match lundi, il va te sortir un bon match mardi. Clair. Mais quand il rate un match lundi, tu le chasses. Mais quand il s'agit, moi je dis, on va pas faire des analyses, on va nous traiter de racistes. Mais à un moment donné, moi je dis, écoutez, la façon dont on traite les locaux, moi je suis pas d'accord. D'abord, on les fait venir, ils ne jouent pas. On les fait venir, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Même Ouattara Moutalabou, il a fallu qu'il revienne à Asco. Parce qu'il est revenu à Asco. Il a fallu qu'il revienne à Asco et puis c'est fini. Il n'a plus la confiance du staff. Moi, je dis, il y a un problème. Et sur ce match, par exemple, la gestion de l'effectif, ça pose problème. Vous confirmez? Je confirme. Mais justement, Ouattara Moutalabou, vous pensez qu'il n'a pas sa place dans le match contre le Niger, contre la Libye? Ce joueur qu'on a connu dans notre championnat, baroudeur, qui va un peu partout, capable de jouer de la tête, du pied, et également de faire de l'expérience continentale. Il a de l'expérience. Et pour parler justement du choix, Paulo Duarte, je ne sais pas s'il oublie une chose. Oui, aujourd'hui, il insiste sur les binationaux. C'est à son crédit. Mais il oublie une chose. Si aujourd'hui, on mise encore sur les Djinda Konam, les Romao qui
sont dans cette sélection depuis déjà des années. Et qui sont proches de la sortie. Et qui lui-même, Paulo Duarte, n'est pas capable de les mettre au banc ou soit de leur trouver une doublure. Mais Paulo Duarte également est comptable de cette situation. Parce qu'à un moment donné, les deux là que je viens de citer finiront par quitter le navire. Mais qui seront là pour pouvoir, je dirais, servir de doublure? J'ai vu la dernière fois Kevin Boma aux côtés de Djenda Konam, son attitude corporelle, sa précision sur le terrain, son déplacement, c'est bon. Charles Akolache, on l'a bien vu. Pourquoi on n'a pas vu Roger Arolou? Ça reste une autre parenthèse. Mais Charles Akolache, l'a-t-on vu pour la dernière fois? Point d'interrogation. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Paulo Duarte, oui, monsieur, c'est vous, le patron de la sélection. Vous faites des choix clairs et forts, mais au même moment, pensez progressivement également à la relève sur ces postes-là que nous venons d'énumérer. On va dire tout simplement qu'il y a, sinon, la gestion de l'effectif pose des questions. Oui, parce qu'on n'a pas trop confiance en certains joueurs. Mais et pourquoi les appeler? Et puis, on a tendance à faire une fixation sur les binationaux. Avant que Latif ne continue, mais vous posez la question pourquoi les appeler. Vous oubliez que quand on parle de sélection, c'est une question de business aussi. C'est une question de réseau, d'agents de joueurs. Ça continue. Oh, mais attendez. Aujourd'hui, quel comment dit-on, manager ne va pas vouloir placer son pion dans le dispositif de Paulo Duarte? Parfois, ça dépend d'une vidéo, d'un bon match du joueur. Vous connaissez le manager de David Enen? Oh, bien sûr. On connaît, on ne va pas citer des noms. C'est qui? On ne va pas citer des noms. Je préfère garder ma source. en disant, soit sur des vidéos ou soit juste des discussions avec le sélectionneur, monsieur Paulo, j'ai quelqu'un qui est très bon, il pourra vous faire l'affaire, essayez-le. Ah, c'est comme ça, non, ça se passe. Non, mais attendez, c'est comme ça se passe. Et progressivement, si le joueur sur un match arrive à convaincre, ben c'est bon, il est là. Sauf que les prochains matchs, il ne fait pas la même chose. Mais comme toujours, quand il y a des petits arrangements à gauche et à droite, on essaie de maintenir le joueur. Malheureusement, comme l'a dit Latif entre-temps, c'est une question du contribuable. C'est l'argent du contribuable que l'on dépense pour ces matchs FIFA-là. Et derrière, quand on n'a pas de résultats, et surtout, on n'a pas une bonne gestion de l'effectif, il faut se poser les bonnes questions. Votre conclusion par rapport aux éperviers fanions sur cette journée ou ces journées FIFA? Je pense que la fédération doit à un moment donné aussi prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a un aspect qu'on occulte. La sélection locale, aujourd'hui, c'est Kader Koubadia qui est le sélectionneur adjoint. Le sélectionneur adjoint dans le contrat classique est en même temps le sélectionneur A de la sélection A'. Voilà, et ça suppose que Kader Koubadia, adjoint à Paulo, est le sélectionneur en chef de la sélection locale. Mais alors, on fait quoi de cette sélection locale? Il y a un problème. Est-ce que Kader fait des propositions? Mais écoutez, quelles propositions on ne lui a pas faites et quelles propositions, lui, il a eu à faire? C'est en amont vers l'aval ou l'aval vers l'amont. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que la fédération aussi prenne ses responsabilités. Nous avons eu une trêve, c'est-à-dire la mi-saison. On n'a jamais mis à profit cette trêve-là. Parce que quand vous entendez, on va vous dire que même Kader, en signant, toute cette année ne devrait pas résider au Togo. C'est une grosse anomalie. C'est une grosse erreur, parce même une grosse faute. C'est pas possible. On ne peut pas avoir Paulo Duarte avec un adjoint et un deuxième adjoint également qui ne résiste pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, possible. Voilà. C'est ce que j'ai oublié de dire. Ce n'est pas possible. Vous voyez un peu. Donc, moi, je dis, normalement, nous, on a du mal. On n'a pas de joueurs comme les autres. Écoutez, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France, ils ont des joueurs. Nous, on n'en a pas. Mais parce qu'on n'en a pas, trouvons des formules. Mais essayons des choses. La fédération est là, elle ne dit rien. Si le sélectionneur ne prend pas des initiatives, la fédération aussi, elle est là. Le sélectionneur adjoint, on dit que c'est le ministère qui lui a signé le contrat. Mais quand le ministère signe le contrat à un entraîneur, il le met à la disposition de qui? De la fédération. De la fédération. Absolument. Et la fédération en devient l'employeur. Mais si la fédération et le ministère font du ping-pong et que les entraîneurs se dérobent, chacun fait ce qu'il veut, moi je dis il y a un problème. Donc nos joueurs qui sont mieux dans le championnat, on fait quoi d'eux?
je dis, il y a un plan, on peut faire quelque chose avec ces joueurs-là. On peut trouver 1, 2 joueurs pour injecter dans cette sélection que de vouloir faire une fixation toujours sur les binationaux. Très bien. On va évoluer avec toujours la sélection, mais à un niveau moindre. C'est les U17 qui se préparent encore pour le tournoi UFOA B de leur catégorie. Il y avait un match amical, un match test la dernière fois contre les jaunes et bleus de Kodjovia Kopeni Konakpoa Diololo, et à l'arrivée c'est une victoire, on va dire, du club de D1, 3-1 si je me trompe, 3-1. Oui, on va écouter le patron de cette sélection des moins de 17 ans, Maurice Noutugé. Les enfants, c'est une joie pour eux de se retrouver en sélection nationale. Les préparatifs, on essaie de mettre les petits pas dans les grands pour pouvoir faire l'essentiel de cette compétition que nous connaissons très bien. Vous avez choisi de disputer un match amical contre l'équipe senior de l'Entente de première division. Qu'est-ce que vous recherchez? Chaque année où cette compétition s'organise, on ne se prépare pas très bien. Parce que la classification des stades nous rattrape à la dernière minute. Les tests IRM ne définissent pas l'âge des joueurs. Donc si vous ne savez pas prendre les garçons, un garçon qui est classé stade 5 par rapport à un garçon qui est classé stade 3, il ne peut pas avoir les mêmes gabarits pour pouvoir faire une même compétition. À nous autres de choisir ces garçons et de les utiliser. Nous avons cette malchance. À chaque fois qu'on passe par les tests IRM, on élimine la majorité de nos garçons. Ça fait qu'on n'a pas de compétitivité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a de ces garçons qui sont jeunes? Pourquoi ne pas les confronter à des gens de bon calibre, seniors? Un garçon qui est classé stade 5 n'est pas du tout un adolescent. Nous, on a compris cet état de choses et ça nous permet de pouvoir confronter les équipes de première et de deuxième division. La façon dont on perd le match, que les gens racontent, tout ça, là, ça ne nous dit rien. On veut donner la performance, on veut donner une capacité à ces garçons de pouvoir rivaliser avec les Ghanéens, les Nigériens que nous connaissons tous. Ils ne n'hésitent pas sur les moyens pour mettre la barre très haute pour placer des garçons seniors sur les compétitions. Oui, et Maurice Noutugé qui fait, on va dire, référence à cette histoire éternelle, ce problème éternel, et des joueurs de moins de 17 ans, de certains pays qui arrivent, vous les voyez, vous pensez qu'ils ont 25. Oui, c'est un problème sérieux. Mais les préparatifs ne changent pas. On a comme l'impression qu'on répète les mêmes choses chaque saison et que le Togo arrive sur le terrain là-bas. Voilà, patatras, renvoyé très rapidement à la maison. Le problème, se limite toujours au fait qu'il n'y ait pas de compétition de jeunes ici. C'est ça le problème? Pas forcément. Ça, c'est un des gros problèmes. Oui. Aujourd'hui, il faut avoir justement le toupet de le souligner. À part justement le fait de ne pas avoir une compétition. La dernière fois, j'étais à la JCA pour regarder un peu cette sélection U17. Vous n'allez pas imaginer l'engouement. C'est-à-dire que les spectateurs, les compatriotes n'étaient pas venus pour voir l'Entente d'eux. Ils étaient là pour les jeunes enfants, pour voir exactement celui qu'on appelle Kissimou, Aïa Javon et tous les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dans les jambes et dans la tête? Et la dernière fois, oui, vous l'avez si bien souligné, l'Entente a gagné 3 buts à 1, ce n'est pas ça l'essentiel. Oui. L'essentiel, il est ailleurs. Au-delà de ne pas avoir de compétition, mais il y a un problème également d'organisation. Comment aujourd'hui vous pouvez tirer le meilleur de ces jeunes-là quand vous les mettez en regroupement externat? C'est-à-dire que vous restez chez vous à la maison, vous mangez ce que vous voulez, vous vous baladez comme vous voulez, vous dormez oui ou non, vous venez à l'entraînement, on vous montre quelque chose, vous repartez, ainsi de suite. Vous pensez qu'avec ça, vous pouvez tirer la quintessence de ces joueurs-là? Voilà pourquoi je dis on répète les mêmes choses. Juste, ok, d'accord, là, sur ça, je vous rejoins. C'est pour simplement dire que faire les choses de cette manière ne nous arrange pas. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, la dernière compétition de l'UFOA B, le Bénin s'est déplacé avec 80 joueurs pour venir faire les textes IRM, ici à Lomé. Pendant ce temps, vous savez combien nous on a proposé? Combien? Moins de 20. Moins de 20 joueurs. Si on élimine 10. Allez comprendre. Justement, pendant ce temps, le Bénin a tamisé. Ils sont arrivés avec 80. Ah voilà. C'est-à-dire que même dans les 80, ils ont encore tamisé. Et il y en a au moins une bonne vingtaine qui est restée. Et parmi ça, là, on trouvera en tout cas le lot qu'il faut pour aller compétir. Mais pendant ce temps, nous, on dira, on n'a pas les moyens, que c'est trop cher, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Comme je le dis toujours, alors là, démissionnez, ne participez pas. Il ne faut même pas s'engager. Il ne faut même pas s'engager. Sauf que, pour terminer en disant, d'après mes recherches, quand il s'agit de l'UFOAB, quand vous ne participez pas, il y a des pénalités ou des sanctions qui vous frappent. Et en disant comme quoi le Nigeria et le Ghana sont les nations qui sont libres de faire ce qu'elles veulent, parce que, ce sont des nations qui donnent souvent de l'argent à l'organisation de ces compétitions. Voilà pourquoi parfois on ferme les yeux
sur les tests IRM de ces sélections-là. Et malheureusement, c'est la même chose qui continue. À un moment donné, quand on voit les jeunes joueurs togolais, on dit mais vos enfants sont des gamins. Ils sont trop petits, ils sont des fringales. Que peuvent-ils faire face à des Nigérians, face à des Ghanéens? Voilà pourquoi, pour chuter en disant, Maurice Doussoudian l'a bien souligné, quand vous arrivez à la compétition, on vous dit, le passeport, il est tout neuf. Et on vous dit qu'il a moins de 17 ans. Qu'est-ce que vous avez à contredire là-dessus? Il a moins de 17 ans. C'est des documents officiels. Ah oui, c'est ça. Et c'est comme ça la réalité. Latif Yorouma, Maurice Doussoudian l'a souligné, comment régler cette histoire de gabarit? Il parle de Star 5, Star 3. En face, c'est des gens bien musclés et qui sont là. Et lorsqu'on fait la comparaison, d'entrée, on dit oui, cette équipe togolaise n'a aucune chance. Comment pouvoir dominer cette question? Comment pouvoir régler ça? Bon, de nature ou bien historiquement, le Togo n'est pas aussi un pays de gabarit. Il faut aussi le souligner parce qu'on n'est pas aussi... moi voilà. Souvent, si vous voulez avoir ma réponse, je ne suis pas souvent d'accord quand on dit le Togo n'a pas des gabarits impressionnants. Oui, quand vous prenez... Mais on va les chercher. Franck, on va les chercher où? Le Togo, c'est un lot de terre, hein? un lot, ou bien 2 lots collés, voilà. C'est qu'à 6600 km, voilà. Peut-être au Niger, au Nigeria, voilà, voilà, on peut les chercher. Nous, voilà, c'est un carré, combien rectangle, 1+1. Donc, il y a ce problème. Maintenant, c'est technique et c'est scientifique. La question de l'IRM. Parce que vous pouvez avoir moins de 17 ans, mais vous êtes frappé. Il a parlé de stade 5, stade 3. Oui. En réalité, c'est que vous avez tous le même âge. Oui. Mais sauf que l'IRM dit que toi, tu es proche de sortir. Toi, tu es... Alors que vous tous, vous avez... Donc, il y a un souci à ce niveau. Les instituts... en tout cas scientifiques, les hôpitaux dans lesquels on fait les tests, souvent c'est ici, c'est à Lomé ici que le Bénin surtout vient faire les trucs. Mais c'est ici qu'on nous a disqualifiés, souvenez-vous. Ah oui. On nous a disqualifiés parce que... Donc moi je dis, à ce moment, le sélectionneur a interpellé les gouvernants. Oui. Il dit de mettre les moyens. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en ce moment précis? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mettre les moyens pour vraiment permettre aux joueurs togolais de se développer. Il y a des techniques pour le faire. Un jour, l'ancien gardien, Obil Aledodo, il était passé ici. Il a dit, comment est-ce qu'on nourrit les joueurs? Comment est-ce qu'on les prépare? On ne met pas les moyens. Et c'est ce que Angelo a dit. Quand nous, on l'a dit avec les filles. On a banalisé. La réponse, c'est qu'on est éliminé, on n'est plus retourné à la CAN. Les filles, et c'est assez grave. Les filles quittent Tandjouaré, Kara, Sokodé, elles viennent ici, elles viennent, on dit externa. Elles vont dormir chez qui? Pour aller jouer quoi le lendemain? Elles doivent dormir où et comment? La question est là. On nous a éliminés à la fin. Alors, les jeunes, les gamins, on dit externa. Ils mangent ce qu'ils ont, ils vont dormir ou pas, et le lendemain, ils reviennent. Ça suppose que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est un travail décisif. L'entraîneur avance, les joueurs reculent. L'entraîneur avance, les joueurs reculent. Et à la fin, on n'a rien. Maintenant, quand vous prenez la politique sportive, même au Togo, on parle de championnat de football des jeunes qui n'existe pas. Parce que quand vous prenez les enfants, les gamins que Maurice Doussoudian a sélectionné, ce ne sont que des joueurs d'académie. Alors, on a quel championnat d'académie? Aucun. On a quel championnat? Parce qu'aujourd'hui, on parle de licence club. Lorsqu'on parle de licence club, c'est que vous avez une équipe A, vous avez une équipe des jeunes et vous avez une équipe féminine. Quel championnat la fédération organise? Quel championnat nos ligues régionales organisent? Quel championnat d'académie on organise? Il y a tout ça là. Et aujourd'hui, mais écoutez, les résultats ne peuvent qu'être négatifs, malheureusement. Malheureusement, on va donner la parole à deux personnes qui ont bien envie de réagir avant de pouvoir mettre fin à cette émission. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais on va y aller voir s'ils sont là. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Ou sinon, on va pouvoir mettre fin
à cette émission sur la radio qui mouille le maillot. Il y a un qui s'annonce. Allô? Allô? Oui, Rachid. Oui, bonsoir, je salue tout le plateau. Bonjour, tout va bien? Oh, alhamdoulilah, je rentre d'affaires là, je salue Latifou Roman. Oui, merci. Merci. Ok. Je dis à Angelo et Latifou, ils m'ont dit de ne pas se fâcher. Comme surtout Latifou est en carême. Ah oui. Donc franchement, vos deux confrères ont tout dit. Parce que franchement, dans ce pays, on fait toutes les choses, ce qui nous va dans nos têtes. Ceux qui dirigent le football, sincèrement. Parce que, avec tout ce cacophonie, on ira encore à ce tournoi-là et revenir 3 défaites sans rien nous dire. S'ils savent qu'il n'y a pas les moyens, au lieu qu'on reste à la maison, nos gens trouvent quelque chose dans ça, ils nous obligent à y aller sans aucun objectif. Maintenant, concernant par rapport à la sélection famille, franchement, il y a les gens qui font du business au sein de ce staff côté du passé quand ils amènent des joueurs qui vendent des friperies à l'extérieur. Et pourtant, il y a des locaux. Vous voyez des joueurs ici, qui vendent des friperies à l'extérieur? Non, franchement, oui, sincèrement. Par exemple, je n'ai rien contre David Enen, quelqu'un qui ne se donne pas à fond. On peut le laisser prendre un joueur local, on puisse le travailler pour qu'il soit à 100% par rapport de David Enen. Tout le temps, on le convoque. Qu'est-ce que ce joueur-là, il nous prouve sur le terrain? Ceux qui sont autour de Paulo Utaté, qui cherchent leur propre business, ils n'ont qu'à arrêter cela. Bien. Et bonne émission à vous. Merci à vous. Voilà, certainement que vous serez le seul, à moins qu'en 5 secondes, qu'il y ait quelqu'un qui se signale. Sinon, on va faire le tour. Oui, voilà. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Angelo. Oui, salut, cher ami. Bonsoir, Franck. Oui. C'est Maman. Maman, ok. Oui, comment? Oui, ça peut aller. Allez-y rapidement. Oui. Ah, ok. Bon, c'est à propos de ce que vous êtes en train de débattre là. Vraiment, c'est un peu difficile. Je dis, l'entraîneur qu'on confie l'équipe, quand il voit que ça ne va pas, lui-même, il n'a qu'à faire démissionner. Parce que quand il revient avec un résultat rien, gagner, aller défaire 3 matchs. Quand il vient, nous, on active directement l'entraîneur. Nous, on ne voit pas les dirigeants. Nous, on voit côté entraîneur. Au départ, quand ça ne va pas, il va aller, ça ne peut jamais donner rien à casser de démission. C'est mieux. Parce que ça fait mal, quoi. Comment chaque fois, nous, quand on participe l'organisation internationale, on dit on allait pour aller apprendre. Quand est-ce qu'on sera des patrons dedans? Ça fait tellement mal. Moi, quand j'écoute des trucs comme ça me fait mal. Et je reviens côté équipe nationale. Tout à l'heure, Angelo a dit là qu'il faut aussi compléter. Je vais compléter dans les choses. Vous voyez, quand on amène quelqu'un, un joueur, au lieu d'amener un joueur, mettez-le au banc, au mieux de lui laisser là-bas. Lui-même, il va se détruire. Vous convoquez un joueur, il ne joue pas. Chaque fois, c'est ce que Latifou a dit tout à l'heure. Au lieu d'amener celui qui joue, qui donne à essayer 35%, et il y a quelqu'un à la maison qui peut donner 25%, on préfère celui qui donne à la maison. Mais on ne regarde pas ceux qui jouent. L'équipe de Nigeria, ils ont joué avec quel joueur? C'est les joueurs locaux. Nigeria, quel joueur professionnaliste? Nigeria, combien de joueurs est sérieux? C'est les joueurs locaux. Mais, seconde, ce que je voulais aussi souligner, l'entraîneur aussi a fait très attention parce que chaque match, on nous gagne d'abord avant d'égaliser. Ce n'est pas bon. Il a qu'à arrêter ce système-là. Parce que ça va arriver un match très important. On peut nous gagner sans même égaliser. Merci. Il a qu'à arrêter ce système. Merci beaucoup. Merci, maman. À bientôt. Merci. Latifou Roman, merci d'avoir été là. Angelo Foliko, merci. Serge Fonelom, merci. Et Pélagie Mekoum, merci. Portez-vous bien. À très bientôt.